Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Après une entame ratée à Auxerre, eh bien, les Aiglons retrouveront dimanche l'Alliance Riviera et sa pelouse déplorable. Nous évoquerons bien sûr tout ça en compagnie de la fine fleur des journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé, salut mon Will. Salut Mika, salut à tous. Et le sémillant Antoine Delgoulet qu'on est toujours ravi de retrouver avec nous. Salut Antoine. Salut Mika, moi je suis toujours un plaisir de te retrouver aussi. On s'est mis tous en bleu. Ouais. On a un t-shirt bleu. Notre invité cette semaine n'a pas le t-shirt bleu, mais il a porté les couleurs rouge et noir durant la saison 2011-2012. Il est aujourd'hui coach sportif après une carrière de globetrotter. Franck Djadjedje est dans Gym Tonic. Salut bonjour Franck. Mika, bonjour à tous. Bon, toi c'est le t-shirt des Lakers de Kobe Bryant. Voilà. T'as choisi. Un petit hommage, oui. Exactement, il le mérite, Kobe. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur la défaite de buts à 1 à Auxerre. Le focus concernera Marcin Bulka, fautif, comme il a assumé sur le deuxième but auxerrois, mais peut-être perturbé par des difficiles négociations autour de sa prolongation de contrat. Nous ferons connaissance aussi avec le nouveau défenseur central des Aiglons, Moïse Bombito. Le Canadien a été présenté ce midi à la presse, et puis nous en profiterons pour vous donner aussi les dernières news mercato avec cette question dans le pour-contre: faut-il recruter un numéro 9? Et puis nous parlerons bien sûr de la réception de Toulouse dimanche à 17h avec donc cette pelouse, ces conditions de jeu très difficiles. Et en fin d'émission, le fameux Souviens-toi que le monde entier nous envie. L'univers entier nous envie évidemment, consacré à notre invité et à cette saison 2011-2012. On démarre avant cela par ce faux départ à Auxerre. Will, c'était ta première à la Baie des Champs. On peut pas dire que tu as porté chance aux Aiglons. Non, on peut pas dire ça. Après, c'est dommage parce que je pense que s'il y a 3-0 pour l'OGC Nice au bout de 20 minutes de jeu, c'est pas volé. Parce que même s'il n'y a pas les occasions franches, il y a les opportunités. Guessant notamment les a eues. Et puis derrière, en fait, il y a un gros quart d'heure au Auxerrois et ça suffit pour mettre vraiment la défense sur le reculoir. Une première égalisation. Deuxième mi-temps, du mieux dans le contrôle de la partie, mais toujours pas d'occasion. Et au final, une dernière action est punie sur un long ballon. Mésentente totale, parce que fautif Marcin, mais aussi fautif... Parce qu'il l'a assumé. Lui, il l'a clairement assumé. Mais Dante, Rosario et Mendy sont tous les trois pour des choses différentes. Rosario, il est beaucoup trop haut, tu sais pas pourquoi. Dante, il pensait que le ballon allait être coupé avant. Mendy démarre trop tard sa course. Et au final, tout le monde est charrette et ça fait but. Et c'est un triste démarrage, parce que même si c'était resté un partout, ça aurait été aussi quand même mitigé. Bon, là, avec la défaite, c'est complètement raté, quoi. Franck, typiquement, ce genre de match chez un promu, ouverture du championnat, où tu dois donner quand même un petit peu plus quand t'es un des cadors de la Ligue 1, quoi. Oui, mais c'est souvent difficile de jouer contre un promu comme ça, parce que le promu, il monte de la Ligue 2 à la Ligue 1, donc ils ont encore plus d'envie et plus de niaque. Mais je pense que pour le prochain match, les Niçois pourront se rattraper. Mais je comprends que... Je peux pas comprendre, parce que Nice aurait dû s'attendre à ce que les Auxerrois poussent pour pouvoir remporter le match. Mais bon, je pense qu'ils vont se rattraper pour le prochain match. Bon, allez, on va regarder les stats de cette rencontre entre Auxerre et Nice. Et on voit quand même que la domination, elle était clairement auxerroise dans cette partie. En tous les cas, au niveau des occasions, au niveau des tirs également, avec plusieurs arrêts de Marcin Bulka, où il l'a dit à un moment donné dans cette rencontre. On savait que cette équipe de l'OGC Nice était un peu fragile défensivement avec la perte de Todibo, ce passage à 3, les blessures également. On s'attendait peut-être pas à subir autant du côté des Niçois face au premier Auxerrois. Il a concédé autant. Voilà, on peut être fragile défensivement, mais après, ce qui a manqué, c'est vraiment de l'impact dans les duels. Nice a perdu aussi énormément de second ballon. Et forcément, on ne peut pas avoir la maîtrise si ces moments-là, on les rate ou si on laisse l'adversaire rentrer dans le match à ce point. Donc oui, vraiment, ça a quand même été inquiétant de ce côté-là, même si Marcin Bulka a répondu présent par 2 fois. Il y a eu la petite erreur à la fin. Mais c'est clair qu'on attend, quoi qu'il arrive, des recrues dans ce secteur parce qu'il en faut. On a vu des choses quand même intéressantes, comme l'a dit Will en première période, avec ce contrôle un peu loupé de Guessant qui se referme le jeu, qui donne sur le côté gauche au lieu d'aller direct dans l'axe et marquer. Donc ça veut dire qu'il y a une animation, en tous les cas, qui est en train d'être mise en place par Francaise, et on va retenir peut-être un peu de positif là-dessus.
On va retenir du positif parce que aussi il y avait 7 blessés. Il ne faut pas l'oublier que la préparation, donc Francaise n'a pas pu avoir tout son effectif sous la main. Je pense que quand celui-ci sera un peu plus étoffé, il pourra mettre plus en place ses idées. Là, on a eu quelques bribes d'idées. Moi, j'ai bien aimé Shaw, la vivacité, même si parfois il est un petit peu... il est peut-être un petit peu personnel, mais enfin bon, il a marqué aussi un beau but. Mais il a manqué quand même de l'agressivité chez un promu qui allait dans longue et qui est chez lui. Il a manqué vraiment un peu de rage pour au moins faire le nul, quoi. Ouais, à défaut, voilà, il fallait au moins garder ce point du match nul, quoi. C'était le minimum à obtenir à Auxerre, malgré tout. Et Francaise en a reparlé aujourd'hui de ce but. Jamais l'OGC Nice doit le prendre. Non, de par le scénario, prendre un but à 90e plus 5, et de cette manière-là, sur un dégagement de gardien, qui en plus, comme l'a dit le coach, c'était travaillé. Il savait très bien que Auxerre allait jouer sur des longs ballons, dans cette zone-là. Donc en fait, c'est tout ce qui était prévu, mais tu te fais avoir. Et donc c'est vrai que dans le scénario et la façon de faire, c'est regrettable. Après, on avait beaucoup parlé du jeu de Farioli qui était moyen, et puis comme au bout de 13 journées, tu étais toujours invaincu, tu regardais pas trop les choses en face. Là au moins, dans le dur direct, on sait ce qui manque à cette équipe, on sait les joueurs ce qu'ils doivent faire de mieux pour enfin lancer leur saison dès dimanche contre Toulouse. Donc peut-être un mal pour un bien. La satisfaction, Leandra, c'est quand même d'avoir vu Tanguy Ndombele quasiment jouer tout le match, alors qu'on disait qu'il était peut-être capable de jouer seulement qu'une heure. Il a été assez discret, moi j'ai trouvé en première période, un peu mieux en deuxième, peut-être positionné derrière les attaquants en numéro 10. Mais il va monter progressivement en puissance. Moi, j'ai trouvé déjà que c'était le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait vu en préparation, même si on le voyait que sur 30 minutes en fin de match, parce que tu l'as dit, Mika, il avait besoin aussi de monter en puissance. Il a encore besoin parce qu'il est loin encore d'être à 100%. Mais j'ai trouvé quand même que c'était intéressant. On voit quand même le Tanguy Ndombele de temps en temps sur certaines séquences qu'on apercevait quand il était à son meilleur niveau. Après, c'est sûr que où il l'a écrit, dans le volume de course, c'est pas encore suffisant. On sent qu'il a encore des steps à passer de ce côté-là. Mais c'est clair que moi, je m'attendais à moins bien. Donc j'ai été quand même agréablement surprise. On en parlait la semaine dernière, mais c'est vrai que Tanguy Ndombele, Franck, c'est un joueur exceptionnel quand il est en tous les cas à Lyon et au moment où il a signé à Tottenham. Le pari, il est grand, mais il peut être très gagnant pour les Niçois. Oui, très gagnant, parce que si ce joueur-là retrouve son niveau qu'il a eu auparavant, je pense qu'il peut être très intéressant pour le club. Mais pour arriver à son niveau, il va falloir qu'il engrange beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'avec le temps de jeu, il pourra retrouver son niveau. Et puis il y a aussi un peu de physique également, ça c'est important, retrouver, même s'il a quand même bien perdu du poids par rapport à ses années. J'espère que ce ne sera pas comme Morgan Schneiderlin qui était... qui était attendu lui aussi. C'est pas le même âge, c'est pas la même trajectoire, c'est pas le même joueur, c'est pas le même jeu. Après, moi ce que je regrette, c'est juste qu'il soit aussitôt obligé d'être aussitôt titulaire. En fait, c'est ça qui complique un petit peu sa reprise. C'était un joueur qui était destiné à normalement sur les 3-4 premiers matchs rentrer en cours de match, gagner un peu plus en temps de jeu. Et pour la Coupe d'Europe, être un peu plus... Pour être titulaire aux alentours du début de la Coupe d'Europe, voilà. Là, il a été un peu plus tôt que prévu, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a encore de la marge. Et à côté d'un Hicham Boudaoui, ça a un peu bridé Hicham, je trouve. Et après, Francaise n'avait pas le choix avec la blessure de Sanson, malheureusement. Non, mais par la force des choses, tu peux pas faire remonter Rosario, donc oui, voilà. Ouais, Paul Francaise dans le dur, et on vous parlera évidemment des blessés, mais il s'en est ajouté d'autres cette semaine, en particulier avec Gaëtan Laborde qui a reçu un coup à la cheville ce matin, qui a été blessé à la cheville à l'entraînement ce matin. Au pied. Au pied, et donc qui va s'ajouter certainement à la liste des forfaits, mais on en reparlera tout à l'heure. Là, on va rester un petit peu encore sur ce match face à Auxerre avec le focus du jour, il concerne Marcin Bulka. Focus du jour et même de la semaine, donc pour le gardien de but de l'OGC Nice, qui a donc assumé en conférence de presse, en tous les cas en zone mixte après la rencontre, sa petite erreur, c'est-à-dire sa sortie un peu ratée, mais comme Will l'a si bien expliqué tout à l'heure, les défenseurs n'y sont pas pour rien également, mais il a eu le courage en tous les cas d'assumer cela. Son coach Francaise l'a tout de suite dédouané aussi parce que ça ne doit pas arriver, mais on peut se poser la question parce qu'on le sait, il est dans un moment de prolongation de contrat.
Est-ce que finalement tout ça le perturbe un tout petit peu à Marcin Bulka? On sait qu'il a énormément de caractère, c'est une force de caractère, mais dans la tête ça peut peut-être jouer. Perturbé, je trouve que le mot est fort. Je dirais pas que Marcin est perturbé, parce que justement, on le dit, on le répète, c'est quelqu'un mentalement fort, qui en a vécu d'autres, des situations difficiles, qui assume toujours ce qu'il pense et ce qu'il fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors s'il n'est pas perturbé, il n'est pas non plus 100% serein. Voilà, ça c'est une réalité, parce qu'il est plutôt déçu de ce qui se passe actuellement, sans en vouloir concrètement au club, sans en vouloir concrètement à un dirigeant ou à un autre. C'est plus, voilà, normalement, si tout s'était passé comme il était convenu, Marcin aurait déjà prolongé, serait à 100% focus sur sa saison, tranquille, sans avoir ces petites arrière-pensées et ces négociations en coulisses qui aujourd'hui n'ont plus lieu. La dernière proposition, elle doit remonter à quelques semaines, contrairement à Antoine Mendy et Evan Guessant qui ont reçu une proposition récente qui les satisfait. Pour Marcin, il attend la nouvelle propos. Donc tout à l'heure, Florent Maurice a dit que c'était à lui de revenir vers le club. Bon, c'est un peu un jeu de poker menteur, parce que chacun sait la part du contrat qu'il a à faire. Alors tu vas nous donner des détails et des chiffres dans quelques instants. Avant cela, je vais poser une question à Franck. Est-ce qu'une reconduction de contrat pour un joueur dans un club peut, alors perturber, peut-être qu'il l'a dit, c'est un mot fort, mais peut un peu faire perdre en sérénité? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que tout joueur aimerait être déjà fixé quand il est sur le terrain. Et quand c'est dans ce cas de figure, c'est un peu délicat. Je ne veux pas dire que c'est totalement ça la raison, mais ça y joue un peu quand même, parce que quand tu sais que tu as un contrat qui est signé et que tout est bon, tu joues un peu plus libéré. Tu as un peu plus la tête, plus focus sur le terrain. Mais quand tu sais que tu es encore en prolongation, ça va se faire, ça va pas se faire, il y a quand même une petite partie de doute là-dedans, et ça peut être aussi ça qui l'a un peu perturbé. Leandroit, il mérite un chèque en blanc quasiment, Marcin Bulka. Aujourd'hui, il fait partie des 3-4 meilleurs gardiens de Ligue 1 aujourd'hui. Donc c'est dommage que ça traîne un petit peu tout ça. Bah évidemment, Marcin Bulka, on aimerait que ça soit réglé depuis longtemps, et ça aurait peut-être même dû être le premier à signer cette prolongation, avant même Antoine Mendy et Evan Guessant. Après, on parle sans doute d'autres montants, donc c'est peut-être ça qui fait la différence. Mais c'est sûr que Marcin Bulka, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il faut le mettre dans les conditions pour qu'il continue à performer comme il l'a fait la saison dernière. Et peut-être de se sentir un peu, pas aimé à sa juste valeur ou pas traité à sa juste valeur, forcément, dans la tête, ça perturbe un petit peu. Les chiffres, Will, pour Marcin Bulka, aujourd'hui, quels sont-ils ? Les chiffres, c'est Marcin qui signe quand il s'engage à l'OGC Nice définitivement en 2022. C'est en tant que statut numéro 2 pour un transfert de 2 millions d'euros. Donc c'était un salaire à 55 000 euros par mois. Donc voilà, la hauteur de ce qu'il signe. Seulement en mars dernier, avec la saison qu'il réalise, les dirigeants sont venus le voir et lui ont dit, voilà, promis, cet été, tu passeras dans le top 4 du vestiaire. Et le top des 4, salaires du vestiaire. Voilà, top 4 du salaire des vestiaires, c'est 250 000 euros. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont à 300 000, un notamment. Donc voilà, on fait cette promesse-là, arrive l'été, et là on lui fait une propo qui est aux alentours de 150. Donc quand on vous promet top 4 et qu'on on vous propose 150, il y a quelque chose qui cloche. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, donc c'est un peu parti de là. Il y a une seconde offre qui arrive à peu près aux 200 000, mais qui est conditionnée à des bonus, qui est conditionnée à une participation à la Coupe d'Europe. Donc si pas de Coupe d'Europe, tu redescends d'un étage. Donc c'est toujours pas top 4 du vestiaire. Donc Marcin là-dessus attend son top 4. Le club dit que la grille salariale a changé cet été. Donc c'était plus celle qui était en mars aujourd'hui qui est à prendre en compte. Sauf que, voilà, moi sans prendre de parti, je dis juste que quand on fait une promesse, on doit l'honorer. Donc ça a été le cas déjà avec Andy Delors. C'est ce que je vais te dire. On s'en souvient, on avait fait une promesse à Andy, elle n'a pas été tenue, voilà où ça a fini. Marcin n'est sans non pas plus du tout dans le même critiquer état Andy. d'esprit. Voilà, Marcin c'est pas du tout ce genre de personnage, il ne jouera jamais sa carte perso. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus de la déception que voir quelqu'un qui s'engage à faire et qu'il ne fait pas. Mais moi, je pense concrètement, comme j'étais serein pour Dante au départ des négociations, je le suis aussi pour Marcin, parce que lui, c'est quelqu'un de loyal qui attend que ça. Le club va faire sa partie du boulot, et puis ça sera réglé dans les prochaines semaines. Et la prolongation, ça sera jusqu'à quand ?
Ce sera une prolongation. Là, il lui reste 2 ans, donc ce sera 2 ans de plus, à mon avis. Voilà, pour Parce aller qu'en plus, ça prolonger serait... jusqu'en 2028. Quoi. Ouais, c'est du gagnant-gagnant, parce que même s'il est revalorisé au niveau salarial, après, ça sera un joueur qui sera amené à partir, qui sera vendu plus cher. La plus-value, de toute façon, est... C'est un marché compliqué, le marché des gardiens de but. Hein. Ouais, mais c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui, c'est que il va être numéro 1 polonais en plus. Il a donc, une valeur pour l'année prochaine déjà, mais il aura qu'un an de contrat. Et il aura un petit salaire, donc l'offre sera un peu plus réduite, mais c'est quand même l'OGC Nice qui va empocher de l'argent, et Marcin qui n'aura rien gagné en fait entre-temps. Non mais il va gagner de la valeur aussi en étant numéro 1 polonais, parce qu'il est assuré d'être numéro 1 polonais là quasiment. Oui, mais il faut que ça soit déjà rentabilisé dans son salaire niçois. Bien sûr. Parce qu'un international polonais à 55 000 € par mois... Oui. Et surtout, vu les performances de Marcin, c'est ça. Boulka, mais ça va se faire. Également. Bon, Ça je va suis se faire. confiant là-dessus. On espère, en tous les cas, pour Marcin, que cette prolongation va arriver très rapidement. On va écouter quand même les mots du coach Francaise à propos de Marcin Boulka, de cette prolongation. Savoir s'il est perturbé un petit peu par tout cela ou pas. Il est devant la caméra de Philippe Berti. Moi, les négociations sur la prolongation, c'est pas de mon ressort. Moi, ce que je vois, c'est un joueur qui est totalement impliqué dans le projet, qui assume ses erreurs, même parfois au-delà. C'est très bien d'être responsable, mais moi, j'ai vu un garçon, comme je le vois depuis le début, qui est bosseur, qui a une super énergie, qui est compétiteur, et qui sait qu'on est tous derrière lui, tous avec lui, qu'on a une grande confiance en lui, et que, oui, le gardien, de temps en temps, aussi des petites erreurs, surtout quand ils ne sont pas aidés avant. Et oui, pas aidé évidemment par la défense niçoise. Marcin Boulka, voilà donc pour ce dossier, on vous tiendra évidemment informé de tout cela dans les semaines, les jours à venir. On va passer à l'autre événement de la journée, c'était la présentation du nouveau défenseur central de l'OGC Nice, le Canadien Moïse Bombito. Il arrive en provenance des Colorado Rapids, la MLS, la Major League Soccer, voilà, le championnat des États-Unis. Et c'est vrai, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, hein, Léandra, de Moïse Bombito. On attendait aussi Mohamed Abdelmonem. Abdelmonem. Voilà, je vais y arriver un jour à le dire parfaitement, excusez-moi. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais il faut que je m'y habitue quand même malgré tout. Bon, 1 sur 2 pour l'instant. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez. Oui, après le second, on attend le visa toujours, mais bon, a priori, il va arriver. Mais Début de Moïse semaine Bombito, prochaine, peut-être, a début de priori. semaine. Ouais. On verra. Mais en tout cas, oui, Moïse Bombito, moi, je l'ai vu à l'entraînement là, qui a été ouvert au public et à la presse cette semaine. Il est prêt, quoi. On le voit, il est prêt physiquement, il est athlétique, il est grand, il est rapide. Ça peut être une bonne pioche. Après, comme on en avait parlé la semaine dernière, il faudra qu'il s'habitue tactiquement à la Ligue 1, au championnat, au football européen. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il était assuré dans ses propos, il a l'air frais, il va apporter une espèce d'énergie, de fraîcheur. Je crois même qu'il est prêt déjà peut-être à débuter. On spoil pas la compo probable de nous. Contre Toulouse, mais ça peut être une bonne pioche. Après, il faudra être patient, lui laisser le temps. C'est un peu le maître mot, j'ai l'impression, parce que Francaise aussi, il faut lui laisser le temps de mettre en place ses idées. Donc, un peu de patience, mais c'est prometteur. Alors, tu parlais d'adaptation, évidemment, dans un nouveau championnat. Franck, tu as fait 7 pays, tu en as connu, toi, des championnats dans ta carrière. C'est vraiment très important, évidemment, pour un joueur de football, bien s'adapter au pays. Alors, à la culture, c'est génial, parce qu'il parle un français couramment, donc ça, il n'aura pas de problème par rapport à ça. Mais voilà, c'est entre la culture canadienne et la culture française, et la MLS et la Ligue 1, ça change quand même un peu. De toute façon, ça change beaucoup, mais c'est un professionnel. Donc je pense que pour s'adapter, on a tendance à s'adapter plus rapidement que d'autres. Donc je pense que l'adaptation pour lui va se faire rapidement, mais elle va se faire encore plus rapidement avec des victoires. S'il rentre dans une équipe qui gagne, je pense que ça va être plus facile pour lui de pouvoir rentrer dans le 11 qu'une équipe qui gagne pas. Mais l'adaptation, pour moi, il n'y aura aucun doute que ça va se faire rapidement. Il est attendu comme le Messi, Moïse, Antoine? Je me disais bien que tu allais la faire, hein, Moïse, sauver des eaux peut-être. Écoute, moi en tout cas, est-ce qu'il a un profil à la Jean-Claire Todibo, c'est-à-dire qu'il a l'air rapide et il est bon dans l'impact apparemment. Bon, faudra voir parce que je pense que ça serait bien de remplacer Todibo qui n'a pas été remplacé pour l'instant. Il a l'air d'avoir un profil comme ça. Bon, il a déjà 24 ans.
Oui, révélé sur le tard, un parcours un peu, un peu spécial. Un peu spécial, mais bon, apparemment, il a vraiment éclaté à partir de l'année dernière où il a fait qu'une saison pleine, je crois, en MLS. Il était en train de faire la deuxième. Donc, et apparemment, il a quand même c'est le défenseur central le plus cher, c'est pour 7 millions d'euros, vendu de la MLS vers un défenseur. En défenseur central. Ouais, un défenseur. Il raconte un peu tout ça, on va l'écouter d'ailleurs, Moïse Bombito, il raconte un petit peu son parcours, son état de forme aussi, parce que comme tu l'as dit, il arrive de la MLS et le championnat a commencé depuis le mois de février. On regarde. Oui, moi je viens des États-Unis, du coup notre saison elle avait commencé en février, donc ça fait à peu près 5 mois que je joue, et avant que je me fasse transférer au gym, ça faisait peut-être 1 semaine, 2 semaines que j'avais pas fait un match officiel, du coup je suis encore assez frais, et pour répondre à ta question, pour commencer un match, bien sûr que j'attends que ça. Du coup, oui, et aussi pour répondre à ta deuxième question à propos de où je me situe dans le 11, je pense que je peux compenser dans n'importe quelle position dans le 3 derrière, mais vraiment à l'aise au milieu ou côté droit, donc on verra bien. Il peut c'est fluide. Il peut pas jouer avant-centre aussi, non? Il a commencé. Oui, il nous l'a raconté. Il a commencé. Il avait changé de poste. Il avait changé de poste. Peut-être parce qu'il est rapide, donc. Dans la profondeur, ça devait être pas mal. Il a dit qu'il avait été flashé contre l'Inter Miami à 37 km/h. Alors Franck, c'est rapide ça, 37 km/h? C'est très rapide, c'est plus que moi déjà. Toi, t'as la combien toi? Est-ce qu'on comptait ça à l'époque? Je pense pas. T'as raison. Mais les coureurs de 100 mètres, je crois qu'il nous a expliqué, couraient à 42 km/h. Ah d'accord. Donc il est pas très loin. Il est pas loin. Mais Mbappé, il était flashé à 37 aussi, je crois. Ouais. Bon, après, voilà, c'est un défenseur, donc on va pas lui demander de faire non plus de longues courses. Non, mais c'est parce qu'en MLS, comme ils sont tout pour l'attaque, pour le spectacle, parce que c'est une ligue fermée, donc voilà, il faut des buts et tout ça. En gros, on demande aux défenseurs de beaucoup défendre, et du coup, ce qui est important, c'est le repli défensif. Et c'est sur ça qu'il a été flashé, entre guillemets, c'est qu'il est capable de repartir de l'autre côté pour coincer l'attaquant très rapidement. Il est un drap spécialiste de la MLS. La peau tassée. Peut-être qu'à Auxerre, il aurait récupéré il aurait récupéré avec le lasso. Il est un peu plus rapide que Dante, on m'a dit quand même. À peine. Je crois que Dante, il a 36. Ouais, 36 et demi. 36 mètres par heure. Évidemment, ça va compléter. Il y a Youssouf aussi qui va revenir. Ça, c'est très important. L'Égyptien, donc, qui est en attente du pour visa. Pour moi, franchement, entre Bombito, Abdelmonem et Youssouf, c'est Youssouf que j'attends en priorité. Parce que Youssouf, il n'y a plus besoin de s'acclimater ni au championnat, ni à l'équipe, au système de jeu de Francaise, oui, à la défense à 3, oui et non. Parce qu'avec Farioli, c'était le joueur qui était au milieu de terrain, qui descendait dans la défense pour faire la défense à 3. Et puis Youssouf a envie de jouer défenseur central, ça y est, c'est fixé pour lui, il veut jouer en défense. De toute façon, il n'y a plus de place au milieu quasiment là. Mais il veut plus jouer au milieu, il veut jouer derrière. Et connaissant le garçon, le joueur, voyant les déclats de Francaise qui est très agréablement surpris sur les premiers jours de Youssouf, c'est vraiment le défenseur moi que j'attends. Voilà. Parce que Bombito comme Abdelmonem, vraiment ils vont avoir besoin de temps. Parce que c'est bien beau de montrer des qualités en MLS, championnat égyptien, ça n'a rien à voir avec la Liga, ça n'a rien à voir dans l'intensité, ça n'a rien à voir dans le pressing, ça n'a rien à voir dans le cadrage, dans la qualité de l'adversaire. Il y a tellement de choses à prendre en considération que voilà, il faudra du temps inévitablement. Et je pense qu'un Youssouf, pour moi, est beaucoup plus une valeur sûre que Abdelmonem et Bombito. L'agressivité aussi, ce qu'il va apporter. Ouais, mais Youssouf, c'est une machine. Et s'il revient dans les bonnes conditions, ça sera lui peut-être la recrue entre guillemets de cet été pour d'ailleurs, Nice. Le coach nous a dit qu'il serait dans le groupe ce week-end. Déjà, Youssouf Mbaye Chimier, parce que il a sa rééducation, sa réathlétisation a bien avancé. Il a repris l'entraînement collectif cette semaine. Et il peut déjà être dans le groupe. On verra tout à l'heure si Will l'a mis dans son. Mais il a fait belle impression aussi à l'entraînement ouvert au public. Probable. En tout cas, Mika, tu dis mieux Ndaye Chimé que Abdelmonem. Tu as raison. Ouais, franchement, tu as raison. Comme quoi, il faut s'habituer. Ouais, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir.
transfert, évidemment, mais c'est un petit peu plus dur, je trouve. Mais bon. Ah non, moi je trouve pas. Ah ouais, Ouais. d'accord. Bon, On fera un concours, hein. chacun c'est. Après, là-dessus. Alors, c'était l'occasion, évidemment, cette présentation de Moïse Bombito de parler du mercato niçois, puisque Florian Maurice était là, aux côtés de Jean-Pierre River également, le gang des chemises blanches, puisque tous les trois étaient en chemise blanche avec Moïse Bombito aussi, comme d'hab, magnifique. L'élégance à la niçoise. On adore ça. Will, les pistes aujourd'hui concernant déjà les départs, parce qu'on pensait peut-être qu'un Jordan Lotomba, par exemple, serait susceptible de partir. En tous les cas, c'était peut-être ton souhait. Je sais pas. Mais il est toujours là. Mais parce qu'il y a une réalité. Jordan Lotomba, il lui reste qu'un an de contrat. Donc évidemment, sans aucune discussion possible, l'OGC Nice souhaite le vendre. Il lui reste qu'un an de contrat. Donc, De toute façon, ils ne peuvent pas le prêter. quand j'ai lu ces derniers temps que l'OGC Nice ne veut pas le vendre, c'était hallucinant. Bien sûr qu'ils veulent le vendre. Seulement, il n'y a pas de club. Comme on l'a dit la dernière fois, Jordan Pourtant, Lotomba. international suisse. Mais ce n'est plus un international suisse. On en a parlé la dernière fois. Il en a quand même pris 35 en présélection avant l'Euro. Il n'était même pas dedans, dans les 35. Donc au-delà de ne pas être à l'Euro, il n'était même pas dans la présélection. Et pourtant, il a fait des bons matchs, Jordan Lotomba. Par intermittence. Lotomba, on le sait, ça a été un très bon joueur sous Didier Digard, un moins bon joueur sous Francesco Farioli, un moins bon joueur sous Lucien Favre. C'est des hauts et des bas avec Lotomba. Finalement, ce joueur qui était arrivé de Suisse, des Young Boys, il a jamais vraiment confirmé vraiment le potentiel qu'il avait. Quand on disait la semaine dernière qu'on retrouvait Klos, enfin un joueur actif dans le couloir droit depuis Youssef Attal, c'est parce que Jordan Lotomba ne l'a jamais fait, lui. Et encore l'entrée qu'il fait à Auxerre, il fait 4 minutes. Après, il revenait de blessure et tout. Voilà. Attends, il fait une tête pas loin, bon. Qui est hors-jeu, c'est hors-jeu l'action. Donc, sur la barre, quand même. c'est pas sur Oui, sur le poteau. L'action est hors-jeu. Ah, moi je te trouve sévère avec Jordan. Moi aussi, un petit peu. Il est pas mal. C'est vrai qu'il est inconstant. Je suis peut-être un peu sévère. Ouais, t'es sévère. Moi, c'est vrai qu'il est inconstant, mais pour moi, c'est qu'est-ce qu'il est sévère. C'est une valeur. Je trouve aussi, oui. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas constant, mais il revenait bien. Ouais, mais pour Auxerre, ok, mais pour le reste, quand même, de tout ce qu'on a vu avant. Oui, mais en doublure. Il a fait des bons matchs aussi. Mais est-ce qu'il fera des différences en sortie de banc? Est-ce qu'il sera bon en sortie de banc? Il l'a déjà été, ça lui est arrivé, moi je trouve. Et puis il peut jouer à droite, que jouer à gauche, voilà, moi je sais pas, moi je l'aime bien, moi. Bon, c'est pas, je suis d'accord, c'est pas l'assurance tout risque, loin de là. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Bon, après, c'est qui? C'est Tom Louchet, numéro 2, derrière Jonathan Klos. Ouais, je préfère Tom Louchet, je suis désolé. Il faut lui laisser la place. Tom Louchet. Bon. Au-delà de ça, évidemment, le mercato niçois est toujours ouvert. C'est dans 8 jours, 9 jours maintenant, la fin de ce mercato. On va écouter Florian Maurice à ce propos. Non, on reste attentif, bien évidemment, à tout ce qui pourrait permettre à l'équipe d'avoir, je veux dire, une équipe encore meilleure. Donc, on reste évidemment attentif, mais vous voyez très bien que... Et sur le plan économique et même sportif, il ne se passe vraiment pas grand-chose dans ce mercato. Donc évidemment, on est attentif à des opportunités de marché qu'il y aura certainement dans les 3-4 jours. Mais on aimerait aussi que ça finaliser ça le plus rapidement possible et conclure tout ce qu'on a à faire bien avant d'ici le 30, même si ça peut être le 29, ça serait bien. Au moins, on serait plutôt tranquille sur les 2 derniers jours. Être tranquille sur les 2 derniers jours. Normalement, un directeur sportif dans un mercato, il est jamais tranquille sur les 2 derniers jours. Non. Ça, c'est un vœu pieux, évidemment, de la part de Florian Maurice. Toi, il y a des transferts qui se sont décidés comme ça dans les 2 derniers jours du mercato, parmi tous les clubs que tu as visités? De Nice à l'Ukraine, oui. Ouais, par exemple. De Nice à l'Ukraine, ça s'est fait à la dernière minute. Quand signé à Odessa. Oui, parce que tu avais commencé la saison, tu avais joué 2-3 matchs. Oui, j'avais commencé la saison, tout se passait très bien. Quand on va dans le bureau, on me dit il y a un club intéressé, va falloir accepter, quoi. Oui, puis t'as le choix ou pas? Non, t'as pas le choix. Non, parce que t'étais le seul à un peu avoir une valeur marchande. Exactement, j'avais pas eu le choix, et puis le club était un peu en difficulté, donc... Ouais, parce qu'en plus, tu sortais d'une bonne saison quand même sous les couleurs de Nice, 36 matchs effectués. Le coach Puel m'aimait très bien, donc j'ai été surpris aussi. Mais bon, moi, connaissant mon tempérament, j'ai pas trop voulu insister. Ils ont dit que ça pouvait les arranger, donc j'ai accepté de partir. Ouais. On en reparlera tout à l'heure, mais ce transfert au Tchernomorets Odessa en Ukraine arrivé juste au moment où il y a eu la première guerre en Ukraine, avec le Donbass. Exactement. J'ai beaucoup de malchance, mais bon, c'est comme ça. D'autres postes à venir peut-être. Non, les départs, là, il n'y en aura plus, là, a priori. Au départ, Jérémy Bogas a déjà pris pas mal de plomb dans l'aile parce que le club ne voulait pas le vendre. Mais alors là, depuis hier... Et l'annonce que Dybala allait rester à la Roma,
Je pense que là, c'est définitivement cuit parce que le salaire de Dybala, c'est quelque chose de très important dans la masse salariale de la Roma, qui n'a déjà pas beaucoup d'argent. Donc, je pense que ça a complètement fermé la porte à Jérémy Boga. Mais de toute façon, On parlait des gardiens, là, un échange de gardiens avec Gallon, là, qui arriverait, il y a Dupé qui cette partirait. possibilité, Ouais. c'est que en fait, Lorient, avec un départ de Mvogo, prendrait Maxime Dupé en numéro 1, et donc l'OGC Nice récupérerait Gauthier Gallon en numéro 2, qui est niçois en plus, Gauthier Gallon, donc ça fait une pierre deux coups. Donc ça, c'est un peu, on en parle depuis plusieurs semaines, mais ça s'est pas vraiment concrétisé, parce qu'il y a plusieurs clubs déjà mêlés dans l'affaire. Et pour en avoir parlé hier début de semaine, une piste vraiment qui reste encore vive à l'OGC Nice, c'est le poste d'ailier gauche derrière Jérémy Boga, parce que concrètement, dans l'effectif, il n'y en a pas de réel remplaçant à Jérémy Boga, puisque Sofiane Diop, c'est encore une situation beaucoup trop incertaine pour pouvoir tirer des plans sur la comète. Puis janvier, il est blessé. Ouais, et puis voilà, donc c'est dur de pronostiquer un retour, dans quelles conditions. Là, pour le coup, Franck, c'est dur pour Sofiane, parce que c'est vrai qu'il est arrivé avec plein d'ambition dans cette équipe de l'OGC Nice, il est arrivé de Monaco, il voulait confirmer, et aujourd'hui, ça fait 8 mois, 9 mois maintenant qu'il est éloigné des terrains, et puis il voit pas le bout du tunnel, quoi. C'est pas évident d'être blessé comme ça et que ça revienne souvent, mais Sofiane, moi j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup comme joueur, j'aimais déjà quand il était à Monaco, donc à chaque fois quand il était apte de jouer, quand il rentrait sur le terrain, je pense qu'il apportait quelque chose quand même par rapport à sa technique, mais bon, c'est malheureux d'avoir autant de pépins. Ouais, on lui souhaite bien sûr de retrouver rapidement les terrains à Sofiane Diop, mais là pour l'instant on n'en voit pas la fin. Hélas pour lui. Ça, c'était pour les départs. On va parler un petit peu peut-être des arrivées, en commençant par l'indiscret. Allez, c'est parti. Alors, des arrivées pas effectives, évidemment, parce que Will me regarde avec des gros yeux, comme ça, comment ça, quelles arrivées? Non, on va parler d'un profil, avant de faire votre débat d'ailleurs sur faut-il recruter un numéro 9, un profil qui aurait pu intéresser les Niçois. En tous les cas, il y a un joueur qui aimerait bien revenir à Nice. C'est Neil Maupay. Ouais, Neil Maupay, en fait, il a tout simplement envie de jouer. Donc déjà, l'année dernière, on l'avait reçu dans cette émission. Tout à fait. Il avait été très bon. Et il avait déjà dit qu'il cherchait à l'époque à sortir de l'Everton, tout ça, parce qu'il voulait jouer. Nice faisait partie toujours de ses envies. Et cette année, c'est toujours la même chose. Il a toujours la même envie, revenir à l'OGC Nice. Alors pour l'instant, l'OGC Nice ne donne pas suite, mais il y a une nouvelle donne. C'est la blessure de Gaëtan Laborde ce matin. Donc là, forcément, ça restreint les possibilités en avant-centre, puisque maintenant, il n'y a plus qu'Evan Guessant. Et Victor Orakpo qui va lui aussi être prolongé. Victor Orakpo aussi qui va être prolongé, mais Victor Orakpo aussi, voilà, c'est un joueur à qui il faut laisser du temps. Donc avec le championnat, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, ça commence à faire un peu léger pour le secteur offensif. Le problème avec Neil Maupay, c'est que c'est un joueur qui ne sortira pas en prêt, puisqu'il ne reste qu'un an de contrat avec Everton. Donc Everton veut de l'argent, veut négocier sa sortie définitive, et Nice n'a pas un rond. Donc c'est une situation qui devient complexe, mais c'est dommage parce que vraiment Neil, c'est une superbe opportunité de marché. Et puis c'est mieux qu'il aille à Nice qu'à Marseille, on est d'accord. Clairement, moi j'ai pas envie de le voir. Ça ferait mal au cœur de le voir à la maison. Ouais. Il ne serait pas reçu à sa juste valeur. En fait, je voyais déjà qu'ils étaient sceptiques et tout. Alors que Neil, après... le retour du fils prodigue. Après de nombreuses années, en plus dans le championnat anglais, où il a toujours marqué, tous les ans il a marqué, c'est une valeur sûre. Et dans un club qu'il connaît très bien, une région qu'il connaît parfaitement, ce serait, là, pour le coup, ce ne serait pas un pari. Et au niveau du salaire ? Ça peut bloquer un peu. Ça peut bloquer un peu, mais je pense que quand même, ça ne fera pas partie des plus hauts salaires du club. Il est prêt à faire des efforts peut-être aussi à un moment donné, dans son club de cœur. Voilà, il y a des efforts à faire partout. À l'OGC Nice, chez Neil, moi non plus. mais j'aimerais beaucoup voir Neil Maupay revenir à l'OGC Nice. Ça serait une bonne idée, Franck ? Neil, j'aime beaucoup. Moi, il débutait un peu quand j'étais au club, à s'entraîner avec nous, les pros. Mais il avait déjà beaucoup de talent, il sortait déjà du lot. Et j'aime beaucoup comme attaquant. Bien dans la surface, à droite devant les buts, et qui participe beaucoup au jeu. Mais j'aimerais rajouter un truc, c'est que on peut avoir une surprise avec Victor.
Ouais. Il va Victor falloir. Orakpo. Mais non, moi, c'est pas à moi qu'il faut le dire parce Ouais. que je les saoule avec ça depuis qu'il est arrivé. Donc, Parce qu'il a marqué un but match amicaux. Ouais. Donc je pense qu'on peut avoir une surprise. C'est un joueur au début qui est arrivé venant d'un club italien, je crois de la Roma, c'est ça? Non, c'est Non, l'équipe en fait mondiale du Bayern. Bayern, Bayern l'équipe Munich. du Bayern, voilà, c'est ça. Et moi j'aime beaucoup comme profil. Longiligne qui va vite, il me fait penser un peu à Osimhen. Moi je pense qu'on peut avoir une surprise. Bon. Je pense. on va le laisser grandir, mûrir évidemment. C'est une belle et promesse. prendre son temps, mais il a déjà donc ouvert son compteur de matchs en Ligue 1 ce Ouais. week-end à Auxerre. Hein. C'était C'est son ça. premier match en pro. Et pour moi, il a le droit à un penalty. Ouais. Bon, il perd le ballon. Mais est-ce que avait c'est perdu pris le en ballon. compte? Est-ce que c'est pris en compte où Je sais va le pas. ballon, la Je trajectoire sais du pas. ballon? Je Non, sais c'est pas. jamais pris en Je compte. suis pas arbitre Tu de peux te football, présenter donc, devant le gardien, pousser ton ballon trop loin, s'il te fauche, il te fauche. Antoine, qui connaît tous les arbitres du district Côte d'Azur, pourrait nous répondre. Est-ce que quand tu pousses ton ballon trop loin et que tu te fais accrocher derrière, il y a pénalty? Ça dépend des arbitres. Ouais. Mais par contre, moi j'ai une petite anecdote sur Orakpo, c'est que l'année dernière, il faisait quelques matchs avec la réserve de R1, de Régional 1 du gym, et un jour, dans un match, il avait marqué 4 ou 5 buts. Donc ce qui prouve, c'est sûr, c'est du Régional 1. Donc Oui. Non, mais c'est pas le même niveau, mais évidemment. ça veut dire qu'il On l'a déjà dit. voilà, c'est... Il a droit. Au moins, Voilà, on peut Il dire marque, qu'il a il droit marque de des marquer. buts. Il marque des buts, c'est un buteur. Un attaquant et que- doit marquer. Voilà, et c'était largement dessus, Ouais. du lot. Donc je pense qu'il aura le potentiel pour jouer en Ligue 1. Bon, en tous les cas, la semaine prochaine, quand on va refaire cette émission, ce sera le dernier jour du mercato. Donc, on aura peut-être des infos à vous donner ou pas. Will, tu restes tout Bon, branché. il faudrait la faire à minuit. Hein, ouais, il faudrait. Ah ouais, il faudrait. évidemment. Mais bon, là, En direct. on En aura- direct. On aura quelques sources, peut-être. On en a un petit peu parlé déjà. Faut-il recruter un numéro 9? Du coup, ça va être notre pour contre. On y va. C'est à toi, Will. Leandra a commencé la semaine Il y a dernière. déjà répondu un petit Oui. peu. Et juste Il a avant. déjà un peu répondu, c'est vrai. Mais j'étais parti quand on a préparé l'émission sur le contre parce que il y avait donc Evan Guessant qui, s'il a prolongé à l'OGC Nice, c'est bien sûr il y a eu effort financier, mais il y a eu surtout projet sportif crédible en lui disant maintenant avec la blessure de Mofi, c'est toi l'avant-centre numéro 1, titulaire du poste, donc on va beaucoup compter sur toi. Il avait déjà été, je trouve, très bon la saison dernière. Donc la continuité avec Gaëtan Laborde qui pouvait jouer en neuf, avec Victor Orakpo qui de temps à autre pouvait rendre service. Je pensais que l'OGC Nice était fourni. Bon, la blessure de Gaëtan Laborde met pas mal de choses en question et je laisse faire Leandra. Juste en attendant de savoir évidemment la durée de gravité et d'indisponibilité de Gaëtan Laborde, parce que c'est peut-être pas trop grave non plus. En tout cas, ce matin, on n'a pas senti de la grande confiance dans la voix de Franck Hayes. C'est sûr, mais bon, il n'avait pas beaucoup plus d'informations Non. non plus. Leandra, faut-il recruter un numéro 9? Moi, j'étais déjà convaincu qu'il fallait en recruter un avant la blessure de Gaëtan Laborde. Même si on ne connaît pas la gravité, forcément, ça rajoute un peu d'eau à mon moulin. Mais parce que déjà, voilà, quand on perd Terem Mofi, qui est l'attaquant qui te marque 10-15 buts par saison, forcément, tu as besoin d'un renfort. Le mercato, ça sert à ça aussi, à se renforcer. Donc moi, j'avais l'impression qu'à un moment, on se disait, voilà, on a fait un super coup avec le coach, Franck Hayes. Donc en gros, maintenant, c'est Merlin l'Enchanteur, il va faire des miracles. Mais non, il faut lui donner des munitions. Et pour moi, les munitions, c'est aussi en attaque parce que, je suis désolée, mais Evan Guessant, Gaëtan Laborde, pour moi, tu peux pas dire que avec ça, tu vas viser le top 6 et briller ou en tout cas performer en Coupe d'Europe. Pour moi, c'est un petit peu léger. Le match de Guessant contre Auxerre m'a encore un peu plus déçu, même si on peut pas le juger sur un seul match. Il était peut-être pas à 100% physiquement. Mais je trouve quand même que Guessant, pour moi, c'est pas un pur buteur. Je trouve que devant le but, il tergiverse encore un peu. Il est en constant progrès. Il a 23 ans et il peut aller loin, mais pour moi, c'est encore un peu juste. Voilà donc pour tes arguments beaucoup plus courts Et concis. cette semaine que la semaine dernière. Bravo Leandra, je te félicite pour ça. Tu as entendu les arguments des deux. Franck, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y aurait besoin d'un numéro 9 à Nice? Je pense oui. Je pense que Nice aurait besoin d'un neuf, d'un pur neuf, d'un buteur comme Laborde. Et sinon Guessant peut remplacer, mais par contre à jouer à deux devant. Moi Ah ouais, mais c'est pas la tactique du coach ça. Hein. Oui, Ouais. c'est pas la tactique du coach. Mais un pur neuf, on n'en a pas. Peut-être que Victor peut rendre service maintenant. Maintenant, ça, c'est au coach de décider. Mais je pense que le club aurait besoin de recruter un neuf. Ouais. Bon, faire l'effort peut-être. Si moi j'étais dur avec Jordan, moi je vous trouve très dur avec Evan. Chacun son bise.
Exactement. Mais c'est la saison qui nous dira si on se trompe ou pas. Moi, Mais la saison dernière, déjà, je trouve que c'est dur parce 7 que buts la saison dernière en pour étant Ivan. remplaçant. C'était combien de matchs il a démarré au final par rapport à Terem Moffi? Et d'ailleurs, il y avait des clubs. Et au final, il marquait autant de buts que Moffi. Et des clubs Ouais. assez huppés qui l'ont demandé un petit Et peu d'ailleurs, cet été. c'est dont un Rennes. club, mais surtout un club français qui a vraiment été le déclencheur Lille. pour l'OGC Nice, Lille. c'est Lille. Mm. Quand Lille est arrivé et qu'avait vraiment fait une proposition à 2 chiffres en disant que c'était pour eux le remplaçant de Jonathan David parce qu'ils souhaitent le vendre. Jonathan David, il reste à 1 an de contrat. Il va certainement partir d'ici la fin du mercato. Mais c'est plus si serein, sûr que ça. Tu vois, Ah ouais, faut vraiment. On aurait dû demander à Moïse, peut-être qu'il avait des infos là-dessus sur son compatriote. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont compatriotes canadiens, ouais, exact. Mais donc quand voilà, Nice, il y a eu déjà le Betis, il y a eu Villarreal, il y a eu des clubs, un club allemand aussi. Voilà. Ipswich, après le match amical, était revenu à la charge aussi. Donc le club, en voyant aussi les prétendants s'amonceler, voir les propositions qui lui étaient faites, ils se sont dit, bon, est-ce qu'on serait pas un peu les dindons de la farce si on se séparait d'un joueur quand même qu'on a formé et qui irait exploser ailleurs? Ça serait dommage. Donc finalement, ça fait partie des arguments qui les ont convaincus de faire l'offre à Ivan. Et moi, je suis aussi convaincu qu'eux. Bon, Antoine, tu vas avoir le dernier mot sur le rôle du sage. Faut-il recruter un neuf? Qui t'a convaincu? J'entends les arguments évidemment de chaque côté. Mais c'est vrai que moi je suis plus d'accord avec Léandra qu'il faut recruter un neuf. Alors pas que Guessant me plaît pas mais on a besoin de profondeur de banc parce qu'il y a beaucoup de matchs. Là j'ai compté, Moffi va revenir en février ou en mars. J'ai compté, ça fait entre la Ligue 1 et la Coupe d'Europe, ça fait entre 22 et 30 matchs quoi. Avec la Coupe de France aussi, si on commence à passer des tours, il faut absolument un neuf pour de la profondeur et puis aussi pour essayer de marquer des buts. Et pour challenger ceux qui... Et pour challenger parce que même Guessant, s'il joue tous les matchs en pointe, il va aussi, il a besoin aussi de souffler parce que c'est un rôle qui est quand même aussi difficile. Voilà. Et surtout, puis, il l'a dit, il a performé en étant remplaçant. Voilà. Mais est-ce qu'il serait pas presque meilleur en super sub à un moment donné? Parce qu'on a l'impression quand il La rentre question dans... se pose. J'ai une question alors. On progresse plus en jouant ou en ne jouant pas? Non, Ça bien sûr, dépend. en T'as des enchaînant. joueurs qui sont faits pour apporter une certaine fraîcheur, de 30 minutes dans un Et match. il progresse en jouant 20 minutes par match? Je sais pas, faut demander à Franck. Non. Et je pense qu'il a raison, faut du temps de jeu pour progresser. Après, il y a 3 joueurs libres sur le marché. Il y a Ben Yedder éventuellement. Mais alors, Il y a Martial et il y a Depay. Donc alors, ça c'est peut ce que être, j'ai- ça peut être pas mal. Je sais que tu Hors as lu budget. dans mes pensées parce que alors, Depay. Wissam Ben Depay. Yedder, Wissam Ben Yedder, son cas est un peu compliqué. Il est Ah bah capitaine de l'AS Monaco Ouais. et un salaire à 600 000 balles par mois. Ouais. Donc c'est impossible, on fait une croix dessus. C'est ça. Mais j'allais effectivement parler de Memphis Depay parce Oui. qu'il s'entraîne dans la région déjà. Ouais, à Monaco. Ouais. À Monaco. Oui. Il est là, il tourne autour. Et puis surtout, c'est un peu l'Arlésienne Memphis Depay parce qu'il. Mais une fois, il a fait venir à Nice. Exactement. une année, hein. Lyon l'avait piqué au dernier moment à Nice. Donc Mais aujourd'hui. Est-ce qu'on le a les problème, mêmes c'est le moyens salaire, qu'à quoi. l'époque? C'est le salaire. On en revient à la C'est même le chose. salaire qui compte. C'est ça. Memphis, C'est le salaire. C'est au moins du 400. Si tu peux pas donner 200 à Boulka, combien tu peux donner à Memphis Depay C'est quoi. ça, Ouais, à un ouais. moment. C'est Mais ça. par contre, si l'actionnaire veut faire un effort, tu fais venir Depay. Qui L'actionnaire Ouais, on sait jamais. Eh, vous avez été c'était incroyable. Attends, on en parle encore d'eux Non mais Capitaine imagine, abandonné là. tu fais un effort, un gars comme Depay, il te fait venir du Mais monde. bien sûr, il te fait ça, venir je suis du d'accord. monde à Nice. Ça, je suis Voilà. d'accord. Mais, Alors, mais le- qui ne serait pas d'accord avec ça? Ça, je suis d'accord. Sauf qu'il s'en fout complet, Mais l'actionnaire. regarde, Et c'est dommage. On va le dire ouvertement, il s'en fout. À une époque, Il s'en fout. Depay était sur les tablettes, il a failli venir. Mais c'est à l'époque, c'était Bon, après, les il y a une Chinois. hygiène de vie, Voilà. pareil, C'était qui est les pas non Chinois plus, qui étaient actionnaires. C'était Bon. Ça fait venir et Balotelli, c'est Jean-Pierre ça fait River, encore venir, une fois, qui était avec Julien Fournier. Mais je suis sûr à la qu'il a dans négo. l'idée, Jean-Pierre River. Ah Parce ouais. que ça, c'est un coup à la Jean-Pierre River. Et ça. oui, mais c'est un coup à Jean-Pierre River, mais Jean-Pierre River, il est pas fou et il regarde les comptes et il voit qu'il n'y a Bien rien. sûr. Il n'y a rien. Mais c'est ça qu'en fait il faut dire aussi, c'est qu'on a fait ce débat-là, mais il faut prendre du recul aussi par rapport à la situation économique. C'est le poste le plus cher. Neuf, alors il faut peut-être être à l'affût d'une Mais justement, mais tu payes pas de d'un transfert. prêt, d'une Tu opportunité. Tu payes payes un pas peu de un salaire transfert. sur 2 ans. Une Et masse, voilà, oui. regarde, à l'époque, ils Mais payaient faut pas de payer. transfert avec Balotelli, pas avec Ben Arfa. Ils l'ont payé cher en salaire, mais par contre, on s'est régalé. Après, pendant Depay, c'est 2 aussi ans, un hein. pari. Oui, c'est un pari, mais bon, il lui a fait venir du monde au Memphis, stade. c'est un gros ego, un Oui, gros et caractère. puis il joue quand il a envie. Dans un Est-ce que vestiaire. t'aurais pas besoin de ça aussi dans un Bah oui. vestiaire aujourd'hui Ben, Parce que le pauvre Dante, j'ai parfois l'impression qu'il prend un petit peu tout sur sa carapace et que derrière, ça se cache un peu derrière lui. Entre quoi. Memphis et Nîmes, je prends Nîmes. Parce Ouais. que je Ah sais oui, que niveau après, caractère, oui, Nîmes, il en a aussi. Bah oui.
Ça, il n'y a pas de débat. Voilà. Nils, c'est un enfant d'ici. En plus de ça, on connaît Voilà. le caractère du joueur aussi. Donc, Quitte à Memphis, mettre des ronds en salaire, tu préfères Ouais, mettre je préfère les mettre sur Nil. Ouais, Ah ouais. pareil. Et puis en plus, Memphis, c'est un mec de plutôt côté, ou alors peut-être 10, mais c'est pas dans le système de Hayes. Donc si tu le mets côté, je pense pas qu'à l'âge qu'il a, il a 30 ans passé, Memphis. Ouais. Je pense pas que sur Oui, le on côté. parle pas d'un vrai neuf là. pour Voilà, le coup, c'est alors vrai. que Nil, bon, bah, tu le mets dans l'axe en solution, et puis sur les côtés, t'as du Bonani, t'as du Shaw, t'as du Boga qui va revenir. Ouais. Voilà, sur les côtés, t'as Guessant qui peut aller sur le côté aussi. Donc sur les côtés, c'est pas trop là où je pense. Bon. Je suis d'accord, mais moi, ce qui me plairait, tu vois, là, ce qui faisait venir les gens, c'était Balotelli, c'était Tu as Ben Arfa. Le joueur frisson. Il manque du frisson, même si c'est un mec qu'il faut payer Mais un moi, peu je plus cher. vous qu'il faut- entends, hein, messieurs. mais Voilà, moi, je suis sais, désolé, je sais, mais voilà. Ah, mais c'est triste, En fait. c'est triste. Voilà, et Jean-Pierre River, il le C'est sait. pas à moi qu'il faut le dire, hein, c'est à monsieur, C'est triste, monsieur que- Radcliffe. Hein. Que Ineos aujourd'hui, et d'ailleurs on voit sentir sur les réseaux sociaux comme ça une sorte de petite fronde Mais autour évidemment. C'est d'Ineos. frustrant, après, évidemment. surtout quand on voit le mercato de Manchester United. Après, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a la fiducie par rapport au fait que les deux clubs ne puissent pas jouer. Ils ne pouvaient pas jouer ensemble la Coupe d'Europe. Enfin, pour pouvoir jouer la Coupe d'Europe, ils ont dû mettre des choses en place qui nous Oui, dépassent. Enfin bon, quand tu vois Strasbourg qui dépense 70 millions d'euros avec Chelsea, enfin Blue Après, Co, il y a une réalité, quand tu confrontes Strasbourg et l'OGC Nice, billetterie déjà. Bien Ah sûr. oui. Et il y a un vrai gouffre. Ah oui. merchandising. Et Strasbourg, ils sont sur je sais pas combien de guichets Strasbourg, fermés ouais, d'affilée. fermé, c'est plein. 43, 44. Et t'as joué à Strasbourg, J'ai toi, joué en à plus. Strasbourg. Ouais, bah, de toute façon, il a joué partout. Quel club il a pas joué? Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, Franck, c'est génial. Ah, mais les Marino. supporters là-bas, c'est. C'est génial. Ah oui, ah oui, oui. oui. Voilà, et l'OGC Nice là-dessus, il faut aussi que les supporters se regardent dans la glace là-dessus. On veut des joueurs qui brillent ici et ça, mais est-ce qu'on va au stade? Est-ce qu'on apporte Est-ce qu'on apporte de la... Non, mais parce que moi j'adore, je suis niçois, donc je les connais les niçois, je connais la mentalité. Ouais. Et moi j'adore, je les vois dans la rue, ils me disent ouais, mais nous on veut du joueur frisson, on veut du joueur frisson. On a eu du Balotelli, on a eu du Ben Arfa, l'Alliance elle était pleine. Non, alors hein, Un peu plus. Ouais, mais tu quand as même. frissonné. voilà, Mais oui, après, je frissonnais, Il ils faut frissaient devant la sonner, télé les gens. devant la télé. Ouais, ouais, ou alors t'as une place, si t'as une place, oui, je vais au match. Ouais. Bon, allez, débat Non, mais vieux comme Mika, le c'est monde. aussi notre responsabilité à un moment, nous, de dire attention, il y a un contexte économique et il y a des clubs qui vont se casser la gueule. Et je préfère voir l'OGC Nice faire oui, ce qu'ils les droits font télé, plutôt que faire comme Oui, l'Olympique Lyonnais. on enfin, est d'accord. et pour tempérer un peu vos propos, je suis content d'avoir un actionnaire comme Ineos aussi qui va t'assurer tes passages C'est devant sûr. la Bien DNCG sûr. quoi qu'il arrive. Quand on voit, comme tu dis, sur les droits télé qu'ils perdent 50% Tu vois, de c'est la un valeur. discours triste mais réaliste. Ben oui, Voilà, et donc oui, on est je obligé- suis d'accord on est avec obligé de ça. passer Il faut par là. se contenter de ça aujourd'hui. Après, s'il y a un acheteur qui veut Bientôt. mettre des ronds là-dedans, Ça oui, sera mais bientôt un t'as- indiscret. T'as cassé le codévi? Qu'est-ce qui se passe? Philippe Campbell. C'est Mais Philippe non, Campbell. si tu comptes sur moi, mon pauvre. Sinon, quoi, j'aurais déjà payé le C'est le salaire de compte Nîmes. Kiwi. Bon, allez, on attendra cet indiscret-là avec impatience. On va parler évidemment de ce match face à Toulouse dimanche donc, et on va aborder le sujet de ces dernières 48 heures. Eh bien, c'est l'état de la pelouse de l'Alliance Riviera. On va tout de suite vous montrer des photos de cette pelouse, de ce terrain donc. Ça a commencé en début de semaine par un communiqué de la mairie de Nice demandant à l'exploitant Nice Eco Stadium eh bien, de faire quelque chose pour cette pelouse et de dire que la pelouse était dans un état déplorable, comme vous pouvez le voir. C'est la pelouse de la honte, Ah, on oui, le voit, c'est bosselé, il n'y a plus d'herbe, il y a de la vase même, nous le dira tout à l'heure Francaise. Donc voilà les conditions de jeu dimanche, parce qu'il a été envisagé de reporter le match. Sérieusement. Ouais, et je pense que c'est un aveugle, un délégué aveugle de la LFP qui est venu inspecter le terrain et pour dire, bah finalement, ça joue. C'est encore l'argent qui a joué, je pense, non? Pourquoi l'argent? Pourquoi Bah, je l'argent sais est en pas bas si un report, ça... Ah, ça coûte d'argent à l'exploitant, oui, du stade, pas l'OGC Nice C'est pour vrai. le coup. C'est vrai. Donc, Non, mais le GNIS n'a rien à bah, voir dans cette décision. Ouais. C'est la LFP et son délégué. Alors, on va être cash. On a affaire à une belle brochette d'incompétents. On a d'abord Ness, hein, qui voilà, L'exploitant, donc. l'exploitant Nice Eco Stadium. qui fournit une pelouse complètement abominable. Alors, juste pour te couper, leur argument, parce qu'ils ont réagi par Oui, mais communiqué, j'allais c'est en parler. Hein. il y a eu un champignon, Voilà. qui Pas a celui de attaqué la Super pelouse. Mario qui permet d'accélérer. donc. Non, là c'est un champignon assez délicat. Elle a été changée après le concert de Travis Scott au mois de juillet. Il y a eu 6 matchs de Jeux Olympiques dessus. Elle était nickel. Oui, Je suis allé nickel. voir France-Guinée, c'était Ouais. nickel. La pelouse était très bien. Et c'est là, patatras, en 15 jours. Par contre,
Et tu vois, c'est la com, par exemple, ils disent ce qu'ils veulent. Donc quand ils disent oui, mais vous comprenez un champignon et avec les chaleurs et tout, il fait chaud, et vous comprenez qu'on n'a pas vérifié le système de drainage qui était défectueux. Ça, vous l'écrivez pas parce que c'était à eux de s'en charger. Donc une erreur. Et la deuxième lame de ce communiqué, c'est à la fin, oui, alors c'est moche, mais par contre c'est jouable. Mais c'est vrai que chez NES, ils ont beaucoup de joueurs professionnels qui connaissent les besoins d'un terrain de football et en plus qui ont mis les crampons, qui sont allés sur le terrain et qui ont senti un peu comment c'était sur le terrain. Donc ça c'est fantastique de dire c'est jouable alors que tu connais pas un beurre au football. Donc première chose, et deuxième chose, les autres incompétents c'est la Ligue. Puisqu'ils viennent, l'autre il est venu, il a fait un tour sur la pelouse, il a marché avec ses mocassins, ouais c'est souple, alors ça marche. On sait pas, ça non, tu fais un procès d'intention là-dessus, on n'a pas assisté. Pourquoi ? Parce que ce qui m'énerve c'est quand j'entends le coach qui dit si on avait été consulté, on n'aurait pas joué, c'est un scandale. Eh ben tiens, écoute, mais c'est un scandale. On va l'écouter tout de suite. C'est un scandale. Francaise, et après on réagira tous à cette polémique autour de la pelouse de l'Alliance Riviera. Je suis allé voir la pelouse avec mon staff jeudi et je pensais honnêtement qu'on ne jouerait pas. Voilà. Après on m'a dit que c'était juste un problème esthétique. Il faut juste venir sur le terrain pour bien comprendre que c'est pas juste un problème esthétique, sinon il suffirait de peindre en vert des parkings et puis on pourrait jouer au foot. Les professionnels disent qu'elle n'est pas dangereuse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on joue. Voilà. Alors il y a la dangerosité, il y a le spectacle, chacun verra ce qu'il a envie de voir. J'attends de voir à la fin du match si elle n'était pas dangereuse. En tout cas, c'est pas une pelouse classique. Quand on voit les photos, on peut juste penser qu'elle est un petit peu jaune par endroits. Il faut juste être dessus pour bien comprendre de quoi on parle. Il y a des endroits où elle est totalement grillée, il n'y a plus un brin d'herbe sur pas mal d'endroits. Et puis il y a des endroits où elle est noire parce qu'il n'y a plus de drainage qui fonctionne. Et il y a comme une couche de je sais pas de quoi, j'appelle ça de la vase. Moi, je sais pas si c'est de la vase, mais ça y ressemble un peu, quoi. Là, si on avait été consulté, il n'y aurait pas eu de match. Voilà, les mots forts, les mots justes de Francaise. La pelouse, c'est l'outil numéro 1 des footballeurs, Franck. Si tu joues pas sur une bonne pelouse, tu joues pas. Bah, tu joues pas. Et tu vas avoir un spectacle désastreux. Donc c'est important d'avoir un terrain praticable. Et toi, est-ce que les joueurs risquent vraiment des grosses blessures là, sur ce genre de terrain ? Ah bien sûr, bien sûr. Et je pense que si un joueur se blesse sur un terrain comme ça, le club peut porter plainte. Oui. Et c'est ça. C'est mise en danger de la santé des joueurs. C'est tout ce qu'ils méritent, mais tout le monde. Non, parce qu'on va pas souhaiter qu'un joueur se blesse. Non, mais ce qu'ils méritent, c'est si ça se blesse que tu portes plainte. Bien sûr que ils méritent que ça. Oui, mais c'est la Ligue qui a pris la décision là, donc tu te retournes contre qui ? Mais tous, parce que c'est tous des incompétents, franchement. Parce que bon, la Ligue, après on le savait, avec ses droits TV fantastiques, là, avec des mecs en télé à Paris qui commentent même pas. Enfin bref, c'est fantastique. Franchement, le football français, c'est une farce. C'est un cirque. Sérieusement, c'est un cirque. Là, dimanche, on se rend pas compte de ce qu'on va voir. Vraiment. Et on prie pour qu'il n'y ait pas un blessé. Évidemment. Mais vraiment, on prie. Et c'est minable. Et on se met donc à la place de joueurs, on décide pour eux s'ils peuvent jouer ou pas, et après on jette petit bonheur la chance, on jette une pièce en l'air et on verra. S'il n'y a pas de blessés, tant mieux. S'il y a un bon match, c'est génial. S'il n'y a pas de spectacle, c'est pas notre faute, c'est la pelouse. Enfin, c'est minable. Mais le club était persuadé que ça allait être reporté. Je peux vous dire même qu'au club, ils commençaient déjà à appeler les abonnés, les choses comme ça, pour leur dire, bon attention, dimanche il n'y aura certainement pas de match, 99% sûr qu'il n'y aura pas de match. Bon, il restait le 1%, le 1% c'est l'œil avisé du délégué. On aimerait bien voir les tests qui ont été effectués, un petit peu le compte-rendu de ce délégué, parce que pour avoir pris une telle décision, ça paraît complètement... irresponsable. Alors peut-être qu'en 3 jours, ce sera peut-être un peu arrangé, on ne sait pas. Je rigole. S'il y a des jardiniers miraculeux, non mais déjà pour enlever la base, parce que bon. Ouais. Mais sinon, qu'ils jouent tous pieds nus. On fait le premier match de beach soccer. Beach soccer. Le premier match de beach soccer. Pourquoi pas, on essaye. Quitte à innover avec ce championnat, tant qu'à faire. Minable. Non, mais c'est minable. C'est un peu petit championnat. C'est un peu la honte. Et dans tout cela, il va y avoir donc un match de foot où l'OGC Nice va affronter Toulouse après avoir perdu son premier match en Ligue 1 la semaine dernière face à Auxerre. Léandra, là, les conditions, c'est un peu. On a posé la question à Francaise tout à l'heure. L'atmosphère, elle est pas terrible. Là, il est blessé. La pelouse qui est dégueulasse. Plus d'argent dans les caisses. Et puis ce premier match perdu à Auxerre. Non, tu l'as dit, en fait, je pense que le seul rayon de soleil, c'est Francaise. Parce qu'il s'exprime hyper bien, parce qu'on sent qu'il a des idées, parce qu'il garde quand même un certain optimisme qui donne envie à tout le monde de le suivre, en fait. On sent que c'est un peu la bonne trouvaille, la bonne pioche. Mais c'est sûr que les blessés, qui s'est allongé encore avec Gaëtan Laborde,
plus cette pelouse, plus ce match contre Auxerre où on se prend ce but à la 95e qui fait mal à la tête quand même, ça fait pas rêver, mais bon. T'imagines si on avait joué contre Marseille, là ça aurait été encore pire. Écoute-moi, je pense que si le match c'est à Nice-Marseille, le match il est reporté, c'est sûr. Ah oui. C'est sûr. Parce que les Marseillais auraient fait pression peut-être aussi pour pas jouer sur ce genre de terrain à un moment donné. La voix de Toulouse pèse moins dans le football français aujourd'hui que la voix de l'Olympique de Marseille. Et surtout qu'il y a des créneaux qui avaient été identifiés pour... deux en particulier. Pour reporter le match. Ouais, pendant les Coupes d'Europe, mais dans des semaines où il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Avant la Coupe d'Europe, en fait, après Marseille. les chevilles d'un Marseillais coûtent plus cher à leurs yeux que celles d'un Toulousain ou d'un Niçois. Je peux te dire, s'il y avait un Nice-Marseille ou un Nice-PSG, c'était réglé. Ah ouais. Voilà. Ça me choque alors. Ça veut dire quoi que Nice et Toulouse, c'est des jambons. Ne soyons pas naïfs. On s'en fiche qu'il y ait un Toulousain ou un Niçois qui se Là, fasse le match croiser. était sur DAZN à 17h En plus, c'est le dimanche. multiplex. C'est le match. En plus, c'est le match que ceux qui sont abonnés à 15 balles là, peuvent voir. C'est le match qui a été choisi. Ils vont être contents, les abonnés à 15 balles, de voir un match sur un terrain pareil. Ça aussi, Encore une belle promo pour inciter les gens à s'abonner. Mais voilà, donc c'est incroyable. Bon, donc du coup, un peu de sinistrose quand même. Là, il faut pas céder à la sinistrose, mais Franck, c'est pas un début de championnat rêvé pour Francaise. Hein. Ouais, c'est pas facile pour lui. Mais bon, je pense qu'il en a déjà vu dans sa carrière. Mais bon, c'est pas un bon début. C'est pas le début idéal pour lui. Ouais, mais bon, il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé du tout. Du tout. Plein de choses qui se passent. On va l'écouter quand même. Francaise, sur cette semaine d'entraînement, voir si, après cette défaite à Auxerre, il a senti une volonté collective d'effacer dès dimanche cette défaite face à Auxerre. La semaine d'entraînement, comme je le dis, m'a fait plaisir parce que j'ai vu des choses qui me font dire que oui, il y a peut-être une certaine prise de conscience sur le fait qu'il faut faire plus. C'est une nécessité de faire plus. Aujourd'hui, le niveau qu'on a, il n'est pas suffisant pour se contenter de ce qu'on a produit à Auxerre. Donc il faut faire plus. Tout le monde le sait, moi le premier. Maintenant, c'est toujours le match qui décide. Voilà, c'est toujours le match. Ce qu'on met dans le match, comment on réagit quand il y a des moments difficiles. C'est toujours ça qui compte. Voilà. Parce qu'après, parler, c'est toujours assez... c'est pas le plus compliqué. Hein. Après, c'est agir. Voilà. Ce que je veux, c'est que mon équipe, elle agisse de la première à la dernière seconde. Voilà donc pour Francaise, agir et réagir avec ce match face à Toulouse dimanche à l'Alliance Riviera. On va passer à la compo probable. Une compo probable, toujours présentée par mon cher Will, en tous les cas pour aujourd'hui. Le micro. Et ouais, le petit lancer de micro. Alors, ce sera pas Strasbourg, hein, on s'est un peu planté sur la... sur Philippe, si tu nous écoutes, c'est pas Strasbourg, c'est Toulouse. Mais c'est pas grave, on va faire comme si... On invente. On va faire comme si... Non, mais ça nous a échappé à tous, hein, donc on est aussi fautifs. Non, mais Mika, c'est comme le but de Bulka. La pelouse est beaucoup trop verte, là. Oui, alors là, c'est pas la bonne pelouse non plus. Bon, allez, on y va, vas-y. Donc, une défense avec Marcin dans les buts et donc Bambito qui devrait... Bombito qui devrait... Parce que je pense à Bambino depuis... Dalida, parole. Bambito qui devrait faire sa première pour soulager notamment Antoine Mendy qui n'a pas été très rassurant à Auxerre. Pour être associé à Rosario et Dante, ça pourrait être une bonne opportunité pour lui de démarrer à domicile. Au milieu et sur les pistons, du Klos à droite traditionnel, Melvin qui ferait son retour de suspension à gauche, Ndombele Boudaoui, encore une fois, toujours pas beaucoup de choix pour faire autre chose pour Franck Hayes. Et devant, on aurait du Shaw, Guessant et Brahimi, parce que à gauche, aujourd'hui, c'est peut-être le plus convaincant dans ce couloir, parce que Buonanni a du mal dans le couloir gauche, Mohamed Ali Shaw également, alors qu'il est gaucher, il est plus à l'aise dans le côté droit, et donc ce serait la solution actuelle dont dispose Franck Hayes. Voilà donc pour cette compo probable donnée
par Will. On aura évidemment toutes les infos dimanche matin, voir si ça a évolué dans le journal, dans Nice Matin. Savoir s'il y a eu des petits soucis. On ne souhaite pas, évidemment, pour Francaise. Il en a déjà assez. Il en a déjà assez. Évidemment. Le retour de Bard est une bonne nouvelle. Le retour de Melvin Barr, effectivement, côté gauche, est plutôt Défensivement. une bonne nouvelle d'un point de vue défensif. Et avec Brahimi qui sera devant lui, peut-être, pour donner des bons ballons. Il a un bon pied, Brahimi. Brahimi a été intéressant offensivement à Auxerre. Franchement, dans le début de match, quand je disais que Nice pouvait gagner 3-0, il fait partie des joueurs qui étaient vraiment percutants en début de match. Après, défensivement, c'était plus dur. Ouais, mais c'est pas son poste non plus. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce Nice-Toulouse. On va passer au Souviens-toi. Ouais. Le Souviens-toi d'Antoine Delgoulet consacré à Franck et à cette saison 2011-2012. Voilà, Dis-nous tout. on va reparler un petit peu de la saison 2011-2012 de l'OGC Nice et avec évidemment en voyant le cas de Franck en particulier. Alors toi Franck, tu étais arrivé, on va peut-être voir les images où tu signes, le jour où tu signes, donc c'était voilà, avec Éric Roy. Avec René. Avec René et avec le président Jean-Pierre Rivière qui venait d'arriver au club. Ouais. Voilà. Et donc, encore un peu de cheveux. Ouais. Et donc t'étais arrivé le 26 août, donc en fin de mercato. En fin de mercato. De Arles-Avignon, tu t'étais libéré de ton contrat là-bas. Ouais. Exactement, c'est comme ça s'est passé parce que je savais que j'allais venir déjà au club parce que quand on a fait Arles-Avignon-Nice, après le match j'ai un peu parlé avec Didier. Donc on a un peu parlé dans les couloirs, il a dit il faut que tu viennes chez nous, Voilà, Didier Digard. Et je lui ai dit c'est à toi de faire le nécessaire aussi pour que je vienne. Il a fait alors. Je pense qu'il a fait parce que je suis venu. Voilà, et donc là on voit les images de la saison de Franck, là, et la Manita. Voilà. Et alors c'était une saison qui a été difficile. On se rappelle que René Marsiglia a pris la succession d'Éric Roy le 15 novembre, que Nice est sauvé sur un match à la dernière journée à Lyon en gagnant 4-3 sur ce fameux but d'Esmaël Gonçalves. Voilà, toi t'étais resté sur le banc ce match-là, alors que tu avais joué quand même quasiment tous les matchs, sinon jusque-là. Après Franck, tu fais une saison fort correcte quand même, tu joues une trentaine de matchs, tu marques 4 buts et tu fais pas mal de passes D. Et on a choisi deux matchs. Alors on va voir peut-être on va voir tes buts. On va voir le fameux Lille-Nice où Nice fait 4 partout à Lille. Et là, tu es servi 2 fois par Moulungui pour 2 buts. Raconte-nous un peu ce... Déjà, je suis surpris que Moulungui me fasse une passe D. Il n'a pas fait grand-chose à Nice. Parce qu'Éric avait tendance à se la jouer un peu perso. Donc, non, mais c'était un match mais d'ailleurs, sur cette occasion, il a joué seul. Il a joué seul. Là, c'est pas une passe D. Là. Ouais. C'est moi qui suis l'action. Opportuniste. Voilà. Mais Eric c'est un joueur qui avait beaucoup de qualité. De vitesse, mais son seul défaut c'était un peu la finition. Mais c'était une période difficile, je pense, cette saison-là, mais on s'en sort bien, ça en est bien sorti. Et là en plus c'est le champion en titre, vous perdez 1-0, 2-1 et vous menez 3-2 à la mi-temps et vous perdez 4-3 et vous égalisez juste à la dernière seconde 4-4 et ça ressoude un peu les liens. C'était au mois de décembre. Avant la trêve, et avec René, tout ça vous a un peu donné de la force pour la seconde partie de saison. Ça nous a donné beaucoup de force parce qu'en ce moment, en plus, Lille, c'était une équipe, une grosse équipe. Ils avaient une très bonne équipe. Il y avait Eden Hazard, il y avait Ashley Cole. Non, Ashley Cole, c'est bien ça, Ashley Cole? Non, Joe Cole. Je pense que là, ils avaient vraiment la team avec Gervinho et tout ça. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais bon, en y allant, on s'était dit déjà, si on revenait avec un match nul, pour nous, c'était déjà top, quoi. Et puis avec la manière, quoi. Avec la physionomie du match en plus, je pense qu'après ce match-là, on s'est vraiment senti pousser des ailes. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a pu se maintenir en Ligue 1. Et là, tu mets 2 vrais buts d'avant-centre. Ce match-là, alors que c'était pas vraiment ton rôle. D'ailleurs, je sais pas ce qui m'est arrivé ce match-là, mais je pense que ce match-là, j'ai dû jouer avant-centre. J'ai joué avant-centre. Donc du coup, je me suis comporté comme un avant-centre. Et voilà, donc t'as marqué. Et après, on va avoir un deuxième focus sur la saison de Franck. C'est la demi-finale de Coupe de la Ligue à Marseille, où Nice perd 2-1. Et donc Nice va égaliser. Là, on voit Grandin qui fait la passe à Djadjedje. Centre parfait pour Mounier. Voilà. Un caviar. Une galette. Une galette. Il vient tout de suite te remercier. Au Vélodrome.
qui était un peu vide d'ailleurs ce jour-là. Ouais. Et regarde, la galette parfaite là. Tu savais où il était directement. Et la course d'Anthony, elle est bonne aussi. Ouais. Bah, c'est des ballons qu'un neuf aime avoir. Le ballon qui arrive fort devant le but et tu coupes juste la trajectoire. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre son pied en opposition. Ouais, tu mets juste ton pied en opposition Ouais. Regarde. c'est ficelle Donc, normalement. Une passe D sur ce match. Et aussi, on va le voir juste après. Donc, T'en as encore combien de temps déjà? Bah, tu m'as donné 10 minutes. Ah bon, ça va. Et regarde le scandale avec Azpilicueta, regardez bien. Franck, qui est Nice perd 2-1. Ouais. Et Franck est exclu par, vous allez voir qui? Notre ami Clément Turpin. Clément Turpin, déjà. Et mais regardez bien le ralenti. Deschamps, très bien. Didier. Ouais. Regardez bien le ralenti d'Azpilicueta. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Ah oui, il te met un taquet d'abord, et puis en regarde, tombant... regarde. Simulation. Ah, ouais. Bon, enfin, tu laisses un peu traîner la jambe. Légèrement. Franck, hein. J'avais pas vu ça, mais je pense que ouais. T'as vu la il fait bon, tu Mais laisses un peu tu traîner la laisses un jambe. peu traîner et on voit qu'il y a quand même la volonté. Il y a une Il y a réaction. la volonté de lui mettre un petit taquet. Avec quand le même. VAR, je pense que je prends un rouge. Je prends Ouais. un Tu rouge. penses, là Oui. Parce qu'il y a le geste Il y de a la le jambe geste. gauche Ah, qui oui, fait ça. ouais. Mais lui, il fait grosse simulation quand même derrière. Ah, ben, Et ça, c'est ce qui s'appelle la malice. espagnol, À la le jeu, malice. dans la grinta. Voilà, et à la Ouais, malice. il la joue bien. Je pense qu'il la joue bien. Ouais. Et donc Nice malheureusement perd ce match 2-1. Si Franck était resté sur le terrain à la fin de match, il aurait Bien aurait sûr, gagné. évidemment. Voilà. Il aurait marqué le but Voilà. de la victoire. Ouais, j'aurais pas dû m'énerver. Voilà. Et je sais que Franck, il y a un autre match qui t'a marqué. C'est le quart de finale avant cette demi-finale. Oui. C'était contre Dijon. Contre Dijon à domicile. Et donc Avec le fameux coup franc de Monzon. de Manzon. Ah oui. C'est ce qui lui a permis Ouais. après derrière de partir de l'OGC Nice Ouais. À Lyon. à Lyon et il n'a plus jamais rien fait Rien derrière. fait. Ouais. Faut le dire, Incroyable. à partir des coups francs, c'était pas non plus un phénomène. Incroyable. Et alors sur ce match, donc, Oui, il y avait des cuisses. sur ce match là, il égalise à la dernière seconde de la prolongation. Nice venait de prendre un penalty juste avant de Botéac. Ouais. Franck a joué tout le match. Tu avais fait une passe D à Mounier. À Steve encore. Hein. Ouais, Anthony. Anthony, Anthony Mounier, pardon. Ouais, parce que Steve T'as c'est joué dans tellement de clubs, avec tellement de milliers qu'il sait plus. Avec Anthony de la tête, tu avais fait une passe ici pour le premier but, l'égalisation. Et après, donc Nice égalise à la dernière seconde des prolongations et gagne au tir au but. On gagne au tir au but, ouais. Voilà. C'était Donc un bon souvenir pour toi. Très bon souvenir. Bon, Ouais. ça c'était pour ton passage à l'OGC Nice, mais comme on le disait tout à l'heure, et on te charrie un peu avec ça, c'est vrai que tu as fait beaucoup de clubs. J'ai compté 17 clubs dans ta carrière professionnelle. C'est pas voulu. Non. Ben, raconte-nous comment on en arrive à jouer dans 17 clubs à un moment donné. Tout a commencé de mon départ de Nice en fait. C'est à partir de là, oui, parce que jusque-là, formé au Paris Saint-Germain, Brest, Grenoble, Strasbourg, enfin, non, tu me dis ça, mais attends, regarde, formé au Paris Saint-Germain, puis à Brest, puis à Prêté, Grenoble, puis à prêté. Strasbourg, puis à Vannes, puis à Arles-Avignon avant Nice. Donc, t'en avais fait quelques-uns déjà. Prêté. Oui, prêté. Bah oui, prêté, Ouais. prêté à Brest, ensuite prêté à Grenoble. Ah, voilà. Donc, T'étais voilà. un jeune joueur. J'étais un jeune joueur, j'avais besoin de temps de jeu, donc Paris, à cette époque-là, prêtait leurs joueurs, et puis pour s'aguerrir un peu, ensuite revenir sûr. un peu plus fort. Donc voilà, c'est pas moi. Mais non, c'est parce que tout le monde le voulait. C'est pour ça qu'il a dû. Bon, à chaque oui, fois- c'est après, donc, partie de Nice, on le disait tout à l'heure, pour l'Ukraine et pour Odessa. Là l'expérience, elle tourne de court, quoi. Un tour de cours parce qu'il a commencé à avoir des soucis avec la Crimée et que la Russie. Donc après ça, le club a préféré se libérer des joueurs étrangers, donc c'est là que ça a commencé, quoi. Parce que après, tu vas en Norvège, c'est ça? Bah, en plein mois de février, tout mercato fermé, donc soit la MLS, soit les pays nordiques. Ouais. J'ai préféré aller rester en Norvège, proche, rester un peu en plus Europe. proche Ouais. de Mais ça l'Europe. t'avait plu la Norvège? Bah, la Norvège m'a beaucoup plu, mais je pense que si je devais revenir en arrière, chose qu'on peut pas faire, j'aurais dû choisir la MLS. Ah ouais. Je pense que si j'étais en MLS, je jouerais encore, je pense. Ouais. Ah oui, ouais, bah, vu le niveau. Non, mais c'est vrai. Ouais. Bon, pas- Buto, c'est il pas va lui. être content d'entendre Ah, ça. Mais il va jouer encore. Et oui, alors parce qu'on a un scoop. on a un Ah, scoop. mais attends, on va dérouler le fil un peu de la carrière. Bon, après, tu vas à Minsk, en Biélorussie. En Biélorussie, Ah, oui. Voilà, où Au tu Kazakhstan restes, aussi. Où je joue un an. encore l'Europa League, Voilà, l'Écosse, avec Hibernian. avec Hibernian, l'Écosse, Le Qatar, Al-Shania. Al-Shahania. Voilà. Où là, tu joues pas beaucoup, là. Al-Shahania Ouais. Si, je joue beaucoup. Mais Ah, pas- si, tu me sais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Parce que vous l'avez pas sûrement, mais, Non, mais je joue ouais, beaucoup, meilleur passeur dans mes du petites championnat fiches, et tout. ouais, t'as raison. Il manque les petites fiches Voilà, parce que du Qatar. au Qatar, et je pense Et pas après, qu'il... alors là, explique-nous, t'atterris au Kazakhstan. À quel moment ton agent, c'est un génie. Ton Non. agent, c'est un génie. Il te dit, j'ai le Kazakhstan, j'y vais. T'y vas. Bah, moi, après le Qatar, Ouais. aucune offre.
du coup, parce que tout le monde dit qu'après le Qatar, retraité, etc. et tout ça. Donc, je jouais pour le plaisir, comme ça, foot le dimanche, ici à Chalerman, tranquille. Et puis, j'ai un pote qui me dit, ça te dirait pas de jouer? Je dis, jouer où? Au Kazakhstan. Il me fait, mais j'irai jamais là-bas. En plus de ça, je venais à peine de me blesser, justement, en jouant comme ça pour le plaisir. Il me dit, non, même blessé, ils te prennent. Ils avaient des ronds. J'ai dit, mais je suis blessé. Il me dit, non, ils te prennent. Ils disent pas de test et tout, ils te prennent direct. Bah, je vais là-bas, du coup, en stage en Turquie, j'arrive blessé. Ils me disent, on signe de suite. Je fais, mais pourquoi? Non, on t'a déjà vu sur YouTube, t'es pas mal, on te prend. Donc, du coup, je suis allé là-bas, j'ai fait 2 ans au Kazakhstan. Puis T'as joué à Pavlodar Oui, j'ai joué. et à Kizilorda. Voilà, c'est ça. Pavlodar, pardon, c'est Irtish, le club s'appelle. Irtish, Pavlodar, c'est le nom de la ville. D'accord. Et ensuite, je suis allé après à Kayssar, et la ville, c'est Kizilordar. Mais c'est des belles villes? Pavlodar, ça va un peu parce qu'il y a des Russes. Donc c'est un peu kazakh et russe. Et l'entraîneur, c'était Borat, c'est ça? Au Kazakhstan. Et après, Kizilordar, c'était un peu plus dur. Parce qu'il n'y avait que des Kazakhs là-bas, des vrais Kazakhs, c'est des typés, des typés asiatiques et tout ça. C'était un peu plus compliqué là-bas parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir des étrangers personnes assez exotiques comme Et t'étais payé en temps et en heure dans tous ces pays-là Non. Ouais, voilà, mais t'étais payé. Mais je t'ai payé parce qu'au final, ils comprennent que si t'es pas payé au bout de 3 mois, t'as des sanctions. Donc finalement, ils te payaient quand même. Et tu disais quand même que là-bas, c'était spécial pour des gens... des gens de couleur. Des étrangers, c'était compliqué parce que vu qu'ils sont pas assez ouverts au monde, donc t'es un peu différent d'eux, ils te prennent en photo à ton insu. Mais c'est normal entre guillemets, mais ils ont jamais vu. Ils sont surpris. Bah, tu surprends quand tu rentres dans un restaurant, tout le monde s'arrête de manger, te regarde. Oui, ça doit être pas facile à vivre au départ, ça. Au début, il faut s'y habituer, quoi. Il faut s'y habituer, mais après, au bout d'un moment, c'est énervant, quoi. Tu dis, mon sang, il est rouge comme vous, c'est bon, arrêtez, quoi. Et il n'y avait pas d'autres joueurs de couleur qui jouaient dans le si, on était 2. Il y avait Mathias Coureur, un Français aussi, qui a été pro à Nantes. Et non, mais est-ce que ça allait plus loin que ça? Est-ce qu'on pouvait parler de racisme aussi à ce moment-là ou pas? Ou ça s'arrêtait à ces gestes? Non, moi, c'était même pas du racisme. Pour moi, c'était de... L'ignorance. C'est vrai, ils sont ignorants, ils découvrent, en fait. C'était... voilà, ils ont jamais vu de noir. Ils te posent des questions. Tu viens d'où? Tu dis la France. Ils disent, c'est pas du tout la France. C'est pas possible. Tu viens d'Afrique. Pour eux, en France, il n'y a pas de noir. Ils comprenaient pas. Ils te posaient des questions. Est-ce que des voitures chez toi? Est-ce que tu vis dans une cabane? Ils posaient des questions comme ça là. Oui, mais c'est des pays où la culture n'est pas très poussée. Donc pour eux, un noir, c'est l'Afrique, c'est le tiers-monde. C'est ça. C'est plein d'amalgames et de clichés. Donc du coup, moi, pour ne pas trop discuter, on me demande tu viens d'où? Je suis américain. Comme ça, il ne pose pas de questions. D'où le maillot Comme ça, il ne posait pas des questions. L'ancien meneur des Lakers. Bon, il y a quand même une belle histoire aussi dans tout cela. C'est les Jeux Olympiques de Pékin que tu fais avec la sélection de Côte d'Ivoire. Raconte-nous un petit peu ça. Ben ça, pour moi, c'était une période très importante et qui reste gravée un peu dans ma carrière, parce que mon premier match en fait des JO, c'était contre l'Argentine de Messi, et ils avaient ramené l'Armada. Il y avait Riquelme, il y avait Di Maria, il y avait Agüero, il y avait Mascherano. Tous ceux qui ont fini champion du monde. Voilà, match très difficile, très difficile, parce que en fait dans le tournoi on perd contre l'Argentine et contre le Nigeria, les finalistes. Donc je pense qu'on a pas été ridicule, je pense. Groupe de la mort, vous étiez. Groupe de la mort, voilà. JO sans public là, c'était. Non, c'était 2015. Il y avait du public. Et à signaler que Franck a été champion d'Europe avec l'équipe de France U19 avec Lloris. Avec Lloris, mon collègue de chambre. Parce qu'on a fait toutes les sélections de jeunes ensemble, on était souvent dans la même chambre. En U19 pour toi. Il avait un sacré forfait téléphonique, à l'époque. Bah, je lui piquais son téléphone pour passer des coups de fil. Il t'attend peut-être en MLS. MLS, voilà, la boucle est bouclée. En plus, il a joué à Los Angeles, c'est parfait. Avec Giroud, que tu connais très bien aussi, Olivier Giroud. Ouais, avec Giroud aussi, que j'ai connu à Grenoble aussi. Bon, bah voilà, t'as qu'un coup de fil à leur passer, je pense que là-bas. Là-bas, tu vas faire. Les bras ouverts, parce qu'après, c'est vrai que tu t'étais amusé un peu à Cannes. Mais il y a le transfert. Et à Cap d'Aille aussi. À Cannes, j'ai pas beaucoup joué parce que c'était un peu la période du Covid. Et ensuite, à Cap d'Aille, pareil, entre boulot et puis jouer, c'était un peu compliqué, donc j'ai pas beaucoup. Et là, maintenant arrive le scoop. Voilà. Le scoop, c'est que. C'est que quoi? Il re-signe à l'OGC Nice. Eh ben voilà.
Ça aurait pu faire un indice quand même. Je suis le nouveau numéro 9, oui. Ouais. Voilà, Alors, bon, par contre, Vous n'avez pas trop voulu le dire, mais c'est moi le nouveau c'est numéro pour la 9. réserve en départemental. c'est ça Départemental le plus bas. 5, Ouais, ouais, c'est parce qu'il faut Plus expliquer. bas, c'est le FSGT du c'est lundi ça. soir. Non, hein, c'est comme il dit Allemand Ivanov, plus bas c'est le handball. Non, parce qu'il faut expliquer que Nice n'est pas reparti en Régional 1, n'a donc plus de réserve et était obligé d'avoir une réserve pour que la Ligue 1 puisse continuer à. Pour avoir ton numéro C'est une d'affiliation. obligation, Ouais, exactement, comme une ça. numéro d'affiliation. Et donc, le club a été obligé de créer une équipe réserve, mais donc il repart au plus bas, du football mondial. Voilà. Voilà, donc français, donc en départemental 5. Avec quelques salariés. Des du salariés, club. ouais. Avec voilà, quelques c'est ça. salariés du club, des entraîneurs, des anciens qui veulent jouer. Voilà, parce que Franck est resté quand même très proche du gym. Oui. Et l'année dernière, il entraînait Les 17 nationaux. les 17 nationaux en tant qu'entraîneur d'attaquant. Des attaquants. Ouais. Voilà. Et donc, cette saison, là, il a signé. Il va essayer de convaincre Genevois, Pied, Jérémy Pied et, ouais. Et Lloyd Palin. Et Lloyd Palin. De venir avec moi. C'est une belle équipe, Premier hein, match ça contre ferait. qui La Trinité contre. On sait pas, ouais, dans la Trinité, ils sont plus en senior, mais ouais, ça sera ça Bon sera- fond. Non, là non Non, plus. ils sont Pas, pas- arrête. Gillette. À l'Océan, par exemple, ils montent une grosse équipe. Toi tu parles d'équipe qui existe plus. Oui, c'est ça. Bâtiment. Bâtiment ça existe encore. Ouais. Non, mais ouais, tu vas t'amuser. Bah ouais, Non. on va rechausser les crampons, ça va être sympa. C'est combien la prime de match? Bah non. C'est un bon place, resto. il y a là, Un bon resto derrière. Une place pour le prochain À match. 30 €, comme dirait Laurent Nicolas. dirait Laurent Nicolas. Bon resto à 30 €. Pour des Peut-être qu'au moins ils joueront sur de vrais terrains. Ah ouais, Ouais. ouais. Pas Oh, là, il y a des chances, ouais. Pas sûr, hein. Mm. Je sais pas. Ah, tu sais, Loli, des fois, C'est mieux que l'Alliance. Bon, Franck, en tout cas, on suivra ça avec attention, évidemment. Et puis, tu peux revenir quand tu veux dans cette émission. C'était super sympa Merci. de t'avoir. On te remercie beaucoup d'être venu Merci à parmi vous. nous. Messieurs, dames, merci d'avoir Merci à toi, participé. Merci C'était Mika, cool. merci Franck. à Merci à Philippe vous. Bertini, Sophie Dancé, Chloé Wargard qui ont préparé et réalisé cette émission. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. On connaîtra les adversaires de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, puisqu'on se retrouvera juste après donc, les tirages au sort de l'Europa League. Et en attendant ces dernières heures donc, du Mercato, une nouvelle semaine très riche à suivre du côté des Aiglons et de Gilles Tonic. Passez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.